Juste peut-être qu'Internet n'est pas sain. Espaces liminaux, creepypasta et fantômes qui hantent les machines. Quand on a 20 ans, en 2023, on a des peurs qui n'existaient tout simplement pas avant. Alors que les millennials flippaient des tueurs en série dans les slashers, la génération Z angoisse sur des cassettes VHS, sur Michael Jackson et sur des jeux de pistes très étranges qui tombent sur les réseaux. Pour parler de ce sujet fascinant, on a voulu prendre un guide. Feldup, bonjour. Bonjour. Alors j'ai dit Feldup, mais c'est peut-être Feldup en fait. C'est Feldup. Feldup. Mais les deux se valent. Les deux se valent? Ok, super. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Feldup, tu as 21 ans, tu es musicien, tu as sorti une vingtaine d'albums à ton actif. Oui, Non, c'est vrai. oui, c'est vrai. Et tu es aussi vidéaste, youtubeur, très précoce si j'en crois ta biographie. Tu as commencé à l'âge de 12 ans, c'est vrai? Alors, ma chaîne YouTube actuelle a été lancée quand j'avais 12 ans, D'accord. mais je fais des vidéos sur Internet depuis que j'ai 9 ans. D'accord, ok, donc oui, encore plus précoce que ça, quoi. Et tu t'es fait connaître par une série de vidéos qui s'appelle les Findings, donc dans laquelle tu explores des histoires étranges, mystérieuses, flippantes, qui sont parfois vraies, parfois fausses. Nous, à l'ADN, on te surnomme le Pierre Bellemare de la génération Z. Mais je pense que c'est un hommage parce que tu vois, c'est quand même un sacré conteur qui avait toujours le chic de dénicher des histoires relativement incroyables et je pense que tu es reconnu vraiment pour ça, de trouver des histoires dans des recoins du web que personne n'a encore entendues. C'est pas la première fois qu'on fait cette comparaison. C'est vrai. Les vieilles personnes dans les commentaires ont tendance à la sortir aussi. Je suis donc une vieille personne. Non, Très bien, non, je le mais- prends. Non mais voilà, on a nos références. La première question que j'avais envie de te poser, c'est d'où te vient justement cette fascination pour l'étrange, pour le bizarre, pour le fait de raconter ces histoires-là. Pour le coup, c'est vraiment entièrement d'Internet, Ouais. parce que j'ai construit quasiment toute ma perception culturelle, tous mes environnements culturels ont toujours gravité majoritairement sur Internet. J'ai finalement regardé assez peu de films quand j'étais petit. J'ai regardé peu de la télévision quand j'étais petit. J'ai beaucoup gravité autour d'Internet très 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 tôt Mhm. et j'ai consommé ce qui a été fait par des amateurs très très tôt et j'ai lu beaucoup de choses que j'aurais peut-être pas dû lire quand j'étais jeune très tôt et du coup j'ai très vite eu des fascinations parfois pas positives pour du morbide et parfois positives pour de l'étrange et du mystérieux, quoi. D'accord. C'est quoi un peu le premier choc, on va dire, pas forcément négatif, mais la première chose qui t'a vraiment marqué sur Internet, du plus loin que tu puisses t'en souvenir? La première chose, en termes d'horreur, la première chose la plus lointaine que je me souviens, D'horreur ou même quelque chose qui peut être par ailleurs positif, enfin, qui n'est pas forcément horrifique, hein, mais quelque chose qui t'a vraiment marqué, qui t'a dit waouh, ça veut dire que c'est là-dessus que j'ai envie d'être. moi je voyais pas ça dans Marqué. Je voyais vraiment un truc qui me vient très vite comme Bah chose vas-y, négative. vas-y. Parce que moi j'allais instinctivement dire les premiers screamers sur lesquels je suis Ouais. tombé, qui ont forcément beaucoup marqué ma présence sur Internet. Alors les screamers, pour ceux qui connaissent pas, peut-être on peut faire une petite définition. Un screamer, c'est une vidéo souvent qui a pour objectif de vous hameçonner avec une promesse et qui vous offre plutôt une image qui vous crie dessus pour vous surprendre à la place. C'est ça, c'est le jump scare pour... Le jumpscare facile, Ouais. souvent joué comme une sorte de blague sur Internet, une sorte de farce un peu, Mhm. je sais pas. Non, mais je pense qu'on y reviendra parce qu'il y a un petit côté bizutage du web qui, à mon sens, est assez intéressant à creuser. Toi, tu as défini ta chaîne, alors je vais faire une longue citation, désolé, comme un fourre-tout de bizarreries, d'étrangetés et d'intérêts vaguement liés à Internet, au monde de l'étrange et de l'horreur. Cette chaîne-là est pour satisfaire la curiosité morbide des gens d'une manière contrôlée, diluée et donc plus saine. En gros, ta mission, c'est de servir de tampon entre les horreurs du web et le monde normal, c'est ça? Un peu, ouais. Ouais. Pas que forcément les horreurs du web, parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à de plus en plus vouloir raconter des choses qui sont vraiment passées, etc., mais qui sont toujours documentées à travers ce qu'on peut trouver sur Internet. J'ai roté. Et Ça ne sera pas coupé au montage. fais chier. Ma carrière est foutue. Quand j'ai commencé à faire de plus en plus de findings, au moment où le format commençait à vraiment prendre forme, je me suis rendu compte qu'il y avait notamment des traitements réalisés de certaines informations, etc., qui pouvaient être faites de manière que je trouvais de mauvais goût ou alors un peu sensationnaliste. Mhm. Et moi, je voulais faire les choses de manière contrôlée et simple, donner du sens à travers des choses étranges, des choses mystérieuses, parfois des choses morbides, parfois des choses affreuses. Et en effet, servir un peu de filtre entre l'information brute qui peut parfois être véritablement
traumatisante, soit impossible à décrire pour certains mystères qui sont particulièrement opaques, et offrir une information qui est diluée, plus simple et pas horrible pour les gens. Voilà. D'accord. Est-ce que cette intention, elle part de ta propre expérience, du fait que toi, tu as été justement confronté assez jeune Clairement, ouais. à ce type d'information et que tu t'es dit, bah, si moi j'ai pu. Enfin, c'était peut-être un peu difficile pour moi, du coup, peut-être que je facilite ça pour la génération d'après, c'est ça? Ouais, clairement, ouais. J'ai vu des choses sur Internet que j'aurais pas dû regarder, des choses sur Internet que j'aurais pas dû voir, que j'ai vu sans le vouloir, que j'ai vu parfois par curiosité morbide. Mhm. Et l'idée, c'est d'arriver à empêcher les gens de faire ça, quoi. D'accord. Ta chaîne a connu, on va dire, dans l'année qui vient, enfin de l'année dernière, une grosse explosion de notoriété. Tu es passé à peu près de 500-600 000 à plus d'1 million, 1,4 million. Comment est-ce que tu expliques cette explosion assez récente? Est-ce que ça a à voir peut-être par exemple avec le post-confinement? Est-ce qu'il y a des éléments d'explication que tu peux nous donner? Moi, je sais pas. Je pense que c'est principalement du hasard. Et je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est principalement du hasard, principalement de la chance. Parce qu'il y a d'autres personnes que toi qui sont un peu sur le même créneau aussi, mais finalement, tu es quand même présent sur Internet depuis un certain bout de temps aussi. Est-ce que peut-être que les gens ont fini par te dire: ah oui, celui-là, je l'ai croisé une fois, finalement, je m'abonne? Tu penses que c'est... Moi, je crois vraiment que c'est uniquement du hasard. D'accord. Et aussi, je sais pas, moi, il y a eu aussi des idées que j'ai eues qui ont pu, des vidéos que j'ai sorties qui ont pu vraiment résonner avec les gens au moment où elles sont sorties. Il y a une vidéo en particulier qui a vraiment... Je pense que la vidéo sur Ellen School Ouais. a énormément marqué les gens. C'est une de mes meilleures, je peux comprendre. Et Peut-être juste la pitcher en 30 secondes. en gros, ça parle, c'est une vraie histoire pour le coup, d'une école américaine qui est connue comme l'école la plus violente de l'histoire, D'accord. qui, en échappant à des juridictions, etc. et tout, a créé une sorte de régime totalitaire au sein d'une école autogérée par les élèves eux-mêmes, basée sur de l'ultra-violence et la destruction psychologique des élèves. D'accord. Et c'est lunaire. La première fois que j'avais lu à propos du machin, C'est un scénario de manga à la vie réelle, quoi, en mais fait. C'est incroyable. c'est ça, mais quand tu te rends compte qu'il y a des milliers de gens qui ont souffert à cause de ça, tu regardes la première fois, tu te dis bah non, c'est pas vrai. Tu relis, et au bout d'un moment, tu te dis bah si, en fait, c'est vrai. Ils ont vraiment mis pendant plusieurs mois une personne à vivre dans 1 mètre carré. Voilà. Donc, Ouais, ça a résonné, en tout cas, ça a trouvé son public. ouais, les gens ont beaucoup raisonné avec ça. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Comment tu peux nous décrire un petit peu ton processus d'écriture et surtout de sélection des sujets, parce qu'il y en a énormément sur Internet, des histoires qui sont creepy, qu'on peut en trouver. Concrètement, comment est-ce que déjà tu t'inspires, comment tu les trouves et comment tu les sélectionnes? Depuis que ma chaîne fonctionne bien, c'est les gens qui m'envoient la plupart du temps, D'accord. ceux dont ils aimeraient entendre parler, etc. Même si, moi en général, c'est juste, je vais parler de ce qui me fascine sur le moment. J'ai beaucoup de fixettes sur des sujets, etc., qui sont assez changeantes et qui arrivent régulièrement. Et souvent, il y a plusieurs, en fait, il y a vraiment beaucoup de critères qui peuvent venir dans la sélection d'un sujet. Est-ce que sur le moment, il est partout sur Internet? Est-ce qu'il est particulièrement inconnu justement et que j'ai envie de le faire découvrir parce que c'est monstrueux? Est-ce que c'est un sujet qui est étrange mais qui peut permettre un développement hyper intéressant sur plein de choses? Ça dépend, vraiment. D'accord. J'imagine que parfois c'est un peu compliqué, un peu comme les journalistes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets, par exemple, qui sont traités par des vidéastes américains qui sont peut-être même vus en avance avant que toi tu puisses en le cul. Il y a une chose assez marrante, c'est que des fois tu dis, bah non, je vais pas traiter ce sujet-là parce que en fait, il y a 50 vidéos américaines qui l'ont fait, et les gens te disent, non, mais fais-le quand même parce qu'un point de vue français, c'est bien. C'est assez marrant, quoi. Ça arrive tout le temps. Ouais. Après, en même temps, c'est parce qu'il y a fut un temps, je regardais énormément des vidéos américaines. C'est mon inspiration, hein, tout ce qui est Nexpo, Nick Crowley, Scartheater, Rainbot, ce genre de youtubeurs et youtubeuses. C'est vraiment des gens qui ont énormément influencé moi ce que je fais. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je regardais une de leurs vidéos et que l'histoire me paraissait trop bien et que je voulais trop la raconter,
si je la racontais, ça y ressemblait trop. Il y a un finding, je pense en particulier, qui ressemble beaucoup trop à une vidéo de Nexpo. Et du coup, j'ai créé une sorte un peu d'allergie à ça. Je me suis dit, s'il y a trop de vidéos qui sont sur le sujet, je ne vais pas le faire parce que je sais que je ne vais pas être capable d'avoir des angles. Et du coup, je me suis mis à arrêter de regarder les vidéos américaines, ce qui était un gros truc. Je me fais une exception par mois, tu vois. Et là, par exemple, tu vois, récemment, j'ai le nouveau gros truc dans l'horreur d'Internet. C'est un truc phénoménal qui s'appelle myhouse.wad. J'ai adoré. J'ai joué de bout en bout, fantastique. Je suis fan, mais fan, et je vais faire une vidéo dessus. Mhm. Et ça a été un long débat avec moi-même de savoir si je devais faire une vidéo dessus. Parce que moi, j'ai découvert avec une vidéo du youtubeur Powerpack. Ouais. Qui était très très bien faite Qui est d'ailleurs. incroyable. Et du coup, moi, je suis en mode, la vidéo est quasi parfaite. Je ne peux pas faire autrement. Et en fait, si je peux faire autrement, mais je vais être obligé, et ça, c'est ce que je fais maintenant, du coup, c'est que si une vidéo est trop inspirée si une vidéo est inspirée, en fait, juste par une vidéo autre, elle va être mentionnée perpétuellement dans la vidéo. Et comme ça crée un vrai... Et après, avec ça, je peux commencer à... Tu cites ta source pour pouvoir ensuite t'en détacher. Pour ensuite m'en détacher et offrir quelque chose de différent, quoi. Alors, on va plonger un petit peu dans la cosmogonie des angoisses de la Gen Z. Il y a un mème en particulier qui revient sans cesse, qui est le mème de l'iceberg, que tu as utilisé notamment dans pas mal de vidéos. Peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux expliquer quel est ce mème, à quoi il ressemble, et d'après toi, pourquoi est-ce que dans ce type de vidéo, il est toujours aussi présent? Alors, l'iceberg même, ça se représente sous la forme d'une image qui représente donc un iceberg sur lequel qu'on va découper en zones, qu'on appelle des tiers, qui donc vont du plus haut au plus profond. Et en fait, dessus, on va mettre des textes à propos d'un sujet qui est sur le sujet global de l'iceberg, qui font référence à des caractéristiques de ce sujet. Plus c'est haut, plus c'est connu et basique. Par exemple, si je ne sais pas moi, le sujet c'est la France, tout en haut, il y a, je sais pas moi, La Tour Eiffel, le Macron, Général de Gaulle, Tour Eiffel, voilà, machin, les trucs, etc. C'est les trucs hyper connus. Et plus tu descends, donc sous l'iceberg, sous l'eau, les abysses, etc. et tout, plus ça devient obscur. Tout en bas, Wapi, les bombardements. Non, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ouais, l'autoroute A86, quoi. ouais, voilà. Les autoroutes sont gratuites en Bretagne, ce genre de truc, tu vois, d'accord. un peu moins connu. Donc c'est une manière de classer en fait du mainstream des médias les plus mainstream aux médias les plus obscurs. Moi j'ai l'impression, alors c'est un avis personnel, mais tu peux peut-être en avoir un différent, que ça sert aussi à représenter la manière dont le web est quasiment insondable. C'est-à-dire que le web, c'est une énorme galaxie de médias gigantesque, on est littéralement noyé. Et en fait, on n'a jamais fini de creuser finalement, on n'a jamais fini d'aller au plus profond. Je ne sais pas si c'est cette sensation-là que tu partages ou pas. Ouais, clairement, pour moi, c'est vraiment une image, c'est un mème qui représente bien l'esprit en effet d'Internet et tout, et de l'information sur Internet qui est calée sous des couches d'abstraction et de profondeur il y a des informations extrêmement deep qui ne sont jamais trouvées, etc. et tout. Ouais, j'avoue un peu. Donc tu as réalisé une trilogie de vidéos qui évoque les traumatismes de la génération Z. Ouais. Je trouve il y a quelque chose de très fascinant. Il y a plusieurs points qui sont vraiment fascinants dedans. Je voulais qu'on en prenne quelques-uns et qu'on les décortique un peu. Le premier, qui est peut-être un peu le plus trivial, c'est cette peur apparemment qu'a pu générer Michael Jackson quand vous étiez enfant. Concrètement, pourquoi ce pauvre roi de la pop? Qu'est-ce qui vous a fait Bambi? Alors, déjà que j'ai sorti cette série de vidéos, moi je n'étais pas certain et tout. Je savais qu'il y avait En fait, moi j'ai juste voulu, globalement, dans les choses que les gens m'ont envoyées, des choses qui les ont terrifiés dans leur enfance, je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Moi, j'avais eu mes peurs liées à Michael Jackson, en effet. J'avais pas aimé du tout le clip de Thriller. Je ne l'ai pas mentionné dans la vidéo, mais vraiment c'était censé être dedans, mais j'ai pas évidemment pas aimé les scandales autour de la pédophilie, Oui, bien sûr. etc., etc. En fait, c'est vraiment un truc qui est ressorti. C'est le truc qui est ressorti le plus des trucs liés à Michael Jackson. Que ce soit des screamers liés à Michael Jackson, que ce soit des clips liés à Michael Jackson, que ce soit Michael Jackson lui-même, les scandales autour de Michael Jackson, etc. Et je pense que les gens de la Gen Z, donc les gens comme moi, sont nés
au moment où le mec était dans le déclin complètement et que il avait une apparence bizarre quand nous on apparaît. Il a une apparence beaucoup changée par la chirurgie Oui, qui esthétique, fait etc. peur aux enfants, quoi, tout Voilà, simplement. etc. Très expressif de manière étrange et étonnamment très figé. Et au-delà de ça, il y a toute l'aura autour d'un gars qui est adulé par tout le monde, mais à chaque fois que nous on le voit dans les médias, c'est parce qu'il y a un nouveau scandale horrible, parce qu'il y a un nouveau truc atroce, parce qu'il est à nouveau dans un cauchemar, et également la mort de Michael Jackson qui a énormément marqué les gens et qui sur Internet a été une source d'horreur. Il y a eu des vidéos screamers liées à Michael Jackson, le fantôme de Michael Jackson à Neverland, etc., qui ont énormément tourné, etc. Il y a toute une aura autour de ce mec, parce que le mec était également très mystérieux, il y a eu des théories du complot, et tout ça, c'est arrivé pile à ce moment un peu étrange d'Internet, qui est vraiment une période moi, que je trouve fascinante, c'est la période vraiment entre 2008 et 2010 environ. C'était le début de YouTube, c'était les réseaux sociaux, on ne savait pas quelle gueule ça avait, c'était la transmission entre les forums et les réseaux sociaux. Ça arrive pile au milieu de tout ça, à travers des vidéos de très mauvaise qualité, une information qui n'est pas encore filtrée du tout. Et du coup, comme ça apparaît ici, la mort en 2009, je trouve que c'est le truc qui est arrivé au bon moment pour marquer suffisamment ma génération, quoi. Ouais, tempête parfaite, quoi. On a aussi donc un des points qui me paraît important de souligner, c'est le rapport aux vieux médias, aux vieilles technologies. Il y a quelque chose d'assez fascinant de voir que souvent il y a énormément de légendes qui circulent sur Internet qui sont liées à des cassettes audio, à des VHS, à quelque chose qui est très tangible, très analogique. D'après toi, est-ce que votre génération a connu peut-être justement cette transition entre la toute fin des VHS et le début des DVD? Je ne sais pas si c'est lié à ça, et peut-être aussi, il y a peut-être aussi une forme de nostalgie. En fait, maintenant tout est sur des serveurs, on touche quasiment plus aucun objet, enfin, tout arrive directement via l'écran. C'est quoi le rapport que vous avez justement avec quand je dis vous, je parle de ta génération de manière globale, ouais, à ces vieilles technologies qui font à la fois peur et en même temps qui ont l'air d'être attirantes un petit peu, quoi. Moi, je sais que je suis né, les DVD étaient déjà démocratisés, tu vois, mais que dès que j'allais chez ma grand-mère, quand je regardais des dessins animés, c'était sur VHS. Je pense que c'est l'expérience de pas mal de gens de mon âge, particulièrement nés dans le tout début des années 2000, c'est le fait que dans certains cas, on retombait quand même sur la VHS et que c'était un univers complètement différent où on ne comprenait pas trop comment ça fonctionnait. Le DVD, il fallait appuyer sur 3 boutons, la VHS, il fallait la rembobiner, machin, etc. et tout, c'était un peu space. Je pense que le lien qu'on peut faire entre notre génération et le fait que la VHS est très utilisée dans l'horreur, etc., c'est que l'horreur sur YouTube et sur Internet en général a été très influencée par les limitations qu'offrait Internet, c'est-à-dire la mauvaise qualité. Et que pour justifier une mauvaise qualité de nos jours, on n'a pas d'autre solution que les outils analogiques, donc la VHS, pour reproduire ce que nous on a pu avoir avec des vidéos de très mauvaise qualité sur YouTube, des vidéos fantômes, les vidéos de théorie du complot qui ont beaucoup influencé l'imaginaire de gens qui se baladaient entre 2006 et 2009 sur YouTube. Je pense que le retour à la VHS, c'est justement cette autorisation d'avoir un format qui se distord. Et en plus de ça, c'est suffisamment alien pour ma génération qu'on ne l'a pas vraiment connu, mais on l'a un tout petit peu connu, etc., pour que ce soit de l'étrange, etc. C'est aussi, ça ramène à une époque différente qu'on n'a pas vécue et sur laquelle écrire peut donner un plus grand sentiment de détachement, d'étrange, etc. Bref. Et je trouve qu'il y a aussi un rapport intéressant, c'est que les VHS, on les utilisait aussi pour enregistrer des choses qui passaient à la télé. Donc on ramassait en même temps les pubs de l'époque, des morceaux de médias qu'on ne peut plus vraiment voir d'ailleurs sur Internet. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi cet aspect-là où on a une prise un peu sur le passé, quoi, finalement, directement, qui est assez étrange, quoi. Exactement, ouais. Et aussi, et ça joue aussi dans la culture du bootleg d'Internet, tout ça. Donc comme tu dis, tu chopes l'intégralité des trucs et comme tu enregistrais donc les trucs télévisuels, il y a aussi cette culture du bootleg qui joue dedans et qui évidemment doit toucher pas mal ma génération. Ouais. Alors ça a un rapport, cette histoire de vieilles cassettes audio ou VHS, avec ce qu'on appelle les lost media. Donc ça c'est un truc qui revient de manière assez récurrente sur Internet, c'est-à-dire l'idée qu'on est dans un monde médiatique qui est bourré de choses à voir, à trouver, mais en fait ce qui nous fascine, c'est les médias auxquels on a pu accéder. C'est ce qu'on ne pourra plus jamais voir. C'est Ouais. ça, ouais.
Comment tu définis ce rapport au lost media? Je pense que le lost media, il y a plusieurs choses qui fascinent. Il y a évidemment ce fantasme en fait de l'idée d'un truc qui a été là, qui n'est plus accessible et qui pourtant était si facile d'accès avant. En fait, il y a cette frustration de se dire, putain, on était à ça de l'avoir. Et on pourrait le voir et ça n'existe que dans des souvenirs et du coup, il y a moyen de fantasmer autour du truc. On peut donner un exemple concret peut-être pour les gens qui connaissent pas trop. Donc le lost media, pour ceux qui ne savent pas, c'est des médias perdus, donc des choses qui ont été disponibles publiquement avant, des œuvres, etc., qui ont été disponibles et qui, entre-temps, n'ont pas été archivées. Et en l'occurrence, on peut trouver plusieurs exemples, genre par exemple, l'un des cas de lost media les plus connus, c'est le court-métrage intitulé Cracks, qui était un court-métrage qui a été diffusé sur ce Sesame Street dans les années 70 et qui a terrorisé des tonnes de gamins. D'accord. Et le truc a vécu sur Internet à travers des messages sur des forums de gens qui disaient hey, vous vous souvenez de ce truc horrible? C'est-à-dire, c'est un dessin animé où tu as une fille qui commence à s'imaginer des trucs dans sa chambre, puis elle voit une fissure dans son mur qui se transforme en un monstre, etc. Et tout. Et les gens, ils commencent à péter un câble, dire ouais, il faut absolument trouver ça, ça a l'air terrifiant, etc. Des gens ils vont passer des dizaines d'années, etc. Et au final, Crack, c'est un des rares cas de lost media qui a été trouvé. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que le résultat final, certes, ça fait un peu peur, mais évidemment, ça a été magnifié par des souvenirs, etc. Donc, je pense que les lost media, ça fascine déjà parce qu'il y a cette idée du souvenir magnifié, cette idée qu'il y a cette frustration de ça peut exister et on est à ça d'avoir l'image, wow, qu'est-ce que ça aurait pu être, etc. On se rend compte de ce qu'on a à partir du moment où on le perd. Ouais. Mais il y a aussi, je pense, cette sorte de fascination qu'Internet a à se rendre compte que rien n'est vraiment perdu et que c'est la recherche aussi qui fascine les gens. Parce que la plupart enfin pas la plupart, une grande partie des lost media qui sont déclarés lost un jour finissent par être retrouvés et souvent dans avec certaines des méthodes les plus lunaires possibles et inimaginables. Par exemple, Crack, ça avait été, je ne sais pas si c'est celui-là, mais je crois qu'il avait été reçu à travers des courriers anonymes avec interdiction de redistribuer le machin. Genre D'ailleurs, je pense que ça. Enfin, je sais pas si c'est cette histoire-là qui a inspiré notamment l'une des creepypastas les plus connues, qui est Candle Cove, qui est cette fameuse chaîne de télévision qui diffusait des dessins animés très étranges, un peu flippants. Donc peut-être pour expliquer un peu ce que c'est déjà une creepypasta, parce que le terme est peut-être pas clair pour tout le monde. C'est une histoire d'horreur. diffusé massivement sur Internet. Ouais, c'est ça. Et raconté souvent à la première personne sous forme d'un témoignage. Exactement. Ça a pour origine, le terme creepypasta, ça a pour origine le terme copypasta, qui est en gros un texte, souvent drôle, que l'on copie et qu'on colle sur des forums, souvent pour faire des blagues. Mais une creepypasta, ça prend donc cette forme du récit raconté sur forum, raconté à la première personne du coup par quelqu'un qui donne un peu son témoignage sur quelque chose qu'il a vécu ou qu'il a connu, etc. Et qui est partagé massivement sur Internet. C'est designé pour être partagé sur Internet dans un contexte où ça peut passer sans contexte, quoi. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est dans le cadre de celle-là, mais même on connaît celle des SCP par exemple, donc qui sont cette espèce d'énormes organismes censés contenir des monstruosités et des objets maléfiques à travers le monde, c'est que c'est extrêmement participatif. C'est-à-dire que quelqu'un peut lancer une idée, même souvent d'ailleurs de manière plus ou moins anonyme, on n'est même pas obligé d'être tagué en tant qu'artiste ou quoi, et les gens se prennent au jeu, les internautes se prennent au jeu et continuent la creepypasta. Donc il y a une notion de jeu justement, je pense, là-dedans. Donc, il y a complètement une notion de jeu et c'est aussi les SCP. Moi, c'est pas l'univers qui me fascine le plus, mais il y a quand même un truc que moi je trouve fascinant, c'est que pour raconter une histoire purement issue d'Internet, c'est-à-dire le format du wiki, avec les codes du wiki, tout le monde peut contribuer, tout le monde peut faire des choses, etc., peut modifier, etc. Et ça a créé un énorme projet communautaire absolument fascinant, qui s'est manifesté sous plusieurs autres formes, notamment avec des incarnations des backrooms, etc. Ouais. Mais ça, on en parlera un peu. Je pense qu'on va en parler tout à fait des backrooms. Parce que les backrooms me suivent. Alors justement, on peut en parler d'ailleurs des backrooms, parce que c'est vrai que c'est un peu, à mon sens, ce que les SCP ont été, on va dire, il y a
une dizaine d'années à peu près. C'est, à mon sens, les backrooms le sont maintenant, c'est-à-dire un phénomène qui est vraiment très très populaire, très partagé. Pour expliquer un peu les backrooms, donc ce sont ces espèces d'endroits un peu vides, flippants, c'est les espaces liminaux. Donc on a fait plusieurs sujets dessus sur l'ADN. Oh, trop bien. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont connu une énorme résurgence à partir des années 2020, même au moment des confinements, je trouve que c'est intéressant. Pourquoi, d'après toi, la Gen Z adore cette esthétique-là, qui mélange d'ailleurs assez souvent endroits creepy, vides, et en même temps souvent nostalgiques. Ces deux éléments sont à mon sens indissociables. Alors, il y a plein de raisons, mais qui peuvent devenir progressivement plus déprimantes. Ouais. Alors, je pense que d'abord, dans un premier temps, il y a quelque chose d'assez universel avec les photos liminales, etc. Je pense que n'importe qui peut ressentir le profond sentiment de solitude qu'incarne une image prise avec un appareil photo assez cru, assez simple, euh, euh, de manière assez bancale, d'un endroit complètement vide, etc. Dans le noir, où normalement il était censé y avoir des gens, mais là où il n'y a plus personne. Je pense que ça, c'est assez universel. Il y a une angoisse qui vient du fait qu'un endroit qui d'habitude est animé ne l'est plus, ou qu'un endroit qui est d'habitude n'est pas du tout considéré devient le centre principal d'une photo. Donc ça, je pense, ça devait arriver à un moment. Mais la raison pour laquelle ça arrivait particulièrement dans ma génération, je pense que ma génération pense qu'elle va être la dernière et qu'il y a un sentiment très post-apocalyptique, très nihiliste derrière les espaces liminaux qui n'est pas à oublier. Je pense que la nostalgie joue aussi beaucoup dans ce malaise général de cette génération où on se dit, bah, d'ailleurs déprimant, hein, où on se dit qu'aucun moment ne sera mieux que. Non, aucun moment ne sera pire en termes de trucs que le futur. Ce fameux mème des Simpsons, genre c'est l'été le plus chaud de ma vie, enfin c'est l'été Ouais, le plus voilà. chaud, non, c'est le premier été le moins chaud de ta vie. Voilà, exactement. Ouais. Peut-être que ces endroits vides, etc., qui rappellent un temps perdu, etc., il y a beaucoup d'angoisses instinctives qui viennent. Il y a également beaucoup l'esthétique de l'enfance dans les espaces liminaux. Et en général, sur Internet, je remarque que les expériences de notre enfance qui sont perverties, c'est un truc qui s'est énormément exprimé, que ce soit avec les creepypastas sur des trucs de l'enfance, etc. et tout, etc. C'est un truc que... C'est ma prochaine question. Non mais c'est ça qui est intéressant, mais vas-y, je te laisse poursuivre Et, ta réflexion. et je pense que c'est étonnamment très lié aux espaces liminaux. Je pense que certains espaces liminaux, s'ils ne te rappellent pas forcément un aspect apocalyptique, ils vont te rappeler des images que tu as eues dans ton enfance qui te ramènent automatiquement à un moment où tu étais beaucoup plus vulnérable, où tu étais un petit enfant dans un couloir vide, profondément sombre, etc., et où tu pouvais t'imaginer n'importe quel monstre, sauf que cette fois-ci, tu es adulte et tu te retrouves à nouveau dans ces bottes, et il peut en effet y avoir un vrai monstre parce que les règles de ce monde ne sont dictées que par ce que tu comprends de l'image. Je pense qu'il y a plein de raisons de décrire pourquoi ça a marché, principalement dans ma génération, mais je pense que ça aurait pu marcher dans n'importe quelle génération, Ouais. mais que ça joue avec des questionnements existentiels. Oui, c'est ça, en fait c'est comme si c'était genre une vision du futur, avec ces espaces qui seront vides quand on sera plus là, c'est horrible. Un peu, ouais. C'est comme ça, ouais. Et après, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont fait le lien avec le confinement et tout. Le début des espaces liminaux, c'est quand même avant le confinement. L'explosion durant le confinement est due au fait que c'était plus facile, tout simplement, tout comment d'en produire Oui, bah des oui, images. on était tous sur Internet. Bah, tout le monde était en mode, bah, non, c'est juste que les gens, ils allaient dans leur centre commercial et ils en avaient une devant eux, Ouais, l'image ouais. l'image liminale, quoi. Mais du coup, ça a permis, je pense, à une plus grande construction d'image liminale. Mais je pense pas que ce soit tant lié que ça au confinement, en vrai. D'accord. Mais ça c'est un peu quand même, on peut pas nier. Il y avait, donc tu disais tout à l'heure effectivement qu'il y avait un élément important, et même dans tes vidéos, tu parlais de ce trope de la subversion de l'enfance, voire même d'une certaine forme de perversion des médias qu'on peut leur donner. Donc on évoquait les jeux vidéo qui se retrouvent hantés, les dessins animés avec où tout de suite un jumpscare, etc. Et j'ai une théorie en particulier là-dessus qui est que Internet est un peu cette espèce de cour de récré où quand on devient un internaute, c'est-à-dire vers l'âge de 9, 10, 11, 12, 13 ans, il y a toujours, j'ai l'impression, cette phase où on va se faire bisuter et Internet est là pour
nous bisuter à travers cette espèce Ouais. de subversion. En vrai, c'est un peu ça. Mais moi, je vois aussi juste cette utilisation des images de l'enfance, etc., et cette subversion de l'enfance. Je peux comprendre cette idée de voir ça à travers une sorte de bizutage des gens. Genre, t'es un nouvel arrivant, bah, on va t'en faire bien chier parce que c'est un peu Bah, ce que tu parlais des screamers, c'est un peu ça. Typiquement, c'est vraiment la blague, la sale blague à faire aux nouveaux arrivants. Exactement. Mais je pense que plus particulièrement, la subversion de l'enfance, c'est juste que l'horreur de ma génération se base énormément aussi sur enlever les repères qui sont des points de confort. Par exemple, l'enfance pour beaucoup de gens, c'est un endroit où on peut se réfugier. On se réfugie dans un moment où on était certes vulnérable, mais où on se sentait en sécurité et où le monde était en sécurité. Si on déstabilise ça, si on casse les zones de confort, c'est plus facile de perturber. Je pense que la plupart de l'horreur de ma génération se base non pas sur le fait de directement effrayer, pas beaucoup de vampires, de loups-garous, de mes couilles, etc. et tout. Il n'y a même pas tant que ça de fantômes en vrai. L'objectif, c'est de perturber. Et avec des images un peu. Enfin, une image et un imaginaire suffisamment proche, enfin un peu dans la vallée dérangeante, suffisamment proche d'un truc qu'on connaît, mais suffisamment éloigné pour que ça paraisse étrange. Je sais pas, moi je pense que c'est aussi beaucoup de ça. Et donc la déstabilisation de l'enfance joue beaucoup dans. Enfin, la déstabilisation, la perversion de l'enfance marche à casser ces points de sécurité, ces points de confort chez certaines personnes. Il y a aussi, alors c'est un peu plus dark, le fait que Internet a toujours été un endroit où on pouvait trouver des prédateurs sexuels, des pédophiles, du contenu pédophile aussi. Et en fait, je pense que c'est aussi une manière peut-être d'adresser le problème, en fin de compte, de dire, bah, il y a des dangers sur Internet, même si j'aime pas trop porter ce discours de manière globale, parce qu'à une époque, ça a servi pour décrédibiliser la culture web en disant c'est un repère de terroristes et de pédophiles, mais il s'avère que, bah, en fait, il y en a aussi, quoi. Oui, Et je pense que j'ai l'impression que c'est lié un peu à ça, quoi. Complètement, et ça a clairement donné de la plateforme à des gens qui n'en méritaient pas, etc. Et ouais, non, clairement, il y a un gros problème de harcèlement sexuel sur Internet en général. Une autre thématique donc on pourrait aborder qui est celle des ARG, des jeux en réalité alternée. Alors ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs un jeu mais qui n'en est pas forcément un, peut-être pour expliquer un petit peu ce que c'est des espèces de jeux de pistes qui sont souvent, qui démarrent souvent sur YouTube, qu'on va avoir un lien à cliquer dans un commentaire qui va nous amener sur un site, qui va nous ramener sur une autre vidéo, etc. L'idée étant voilà, de compléter un peu ce jeu de pistes pour voir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est quelque chose qui revient relativement souvent sur le web, sur ces espèces de mystères. D'après toi, pourquoi est-ce que ces espèces de jeux de pistes comme ça fascinent autant? Alors, en fait, la grosse différence entre ce format de narration et d'autres formats de narration, c'est que ce format de narration se place automatiquement comme quelque chose de réel et floute littéralement la vision entre ce qui est réel et ce qui est vrai, avec le faux qu'on a constamment sur Internet. Et ce flou donne automatiquement, les gens sont beaucoup plus investis parce qu'ils se disent ça pourrait être vrai. Cette possibilité crée un sentiment un peu perdu, Oula, crée un sentiment un peu déstabilisant. Pardon. Et j'ai aussi l'impression que le fait de faire partir les gens sur plein de pages internet, leur faire décoder des codes, etc., tout ça pour servir une narration en soi, fait se rendre compte aux gens à quel point ils sont petits par rapport à l'importance de la toile, ce que ça représente en termes de noyau d'informations, quoi. Et ça fait comprendre l'aspect véritablement tentaculaire du web, qui, je pense, peut aussi fasciner énormément. Mais je pense que majoritairement, c'est cette impression d'être impliqué dans l'histoire, de pouvoir peut-être même avoir un impact sur l'histoire, souvent l'ajout des gens, etc., leur participation a un impact direct sur l'histoire, le fait d'être un acteur de l'histoire est assez fort. Mais d'ailleurs, on a vu aussi des jeux de pistes qui n'étaient pas forcément
alors j'appelle ça des jeux de piste, mais en fait, les mécaniques étaient les mêmes, mais on a ces histoires de youtubeuses ou même de célébrités. Enfin, Britney Spears a eu ce petit moment-là où tu as des célébrités qui envoyaient des messages plus ou moins codés à leurs fans pour expliquer qu'elles étaient en détresse, par exemple. Les fans leur demandaient, bon, bah, si jamais tu as vraiment un problème, mets un pull rose, hop, la vidéo suivante. Voilà. Et tu as eu aussi des youtubeuses qui ont fait un peu ce jeu-là, et ça qui est incroyable, en fait, c'est que finalement, ce côté jeu de piste, voilà, il existe aussi pour des vraies histoires, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, c'est que on peut pas vraiment parler de jeu de piste parce qu'il n'y a plus de jeu Ouais, dans ces bien moments-là. sûr. Ouais, oui. Mais en vrai, c'est la raison pour laquelle les gens peuvent toujours penser que c'est vraisemblable, c'est parce que c'est déjà arrivé. Voilà, c'est aussi pour ça. C'est que sur Internet, on a tendance à toujours partir du principe que tout est faux et c'est plutôt bien. Mais quand on se rend compte que tout était aussi potentiellement vrai, ça met place à un imaginaire monstrueux. Moi, je vois toujours pas mal de gens dire que l'ARG floute trop la limite entre information et désinformation, entre faux et vrai. Moi, je me dis qu'elle sera toujours là et qu'il sera de plus en plus difficile de discerner le flou entre les deux. Surtout avec les IA maintenant qui arrivent, Exactement. c'est dingue. Et je me dis, autant utiliser ce flou qui est véritablement un désastre pour l'information, autant l'utiliser pour en faire quelque chose qui a du sens, qui n'est pas dommageable, et pour en faire quelque chose d'artistique. Je pense que c'est la meilleure manière de commenter justement sur ce flou. Ok, célébrité, je pense qu'on est bon. Putain, je suis une putain de resta, ça m'insupporte. Bah justement, ça va être ça. Mais ça, c'est mon problème d'être une putain de légende, ça. Je ne crois pas un mot de ce que je dis. Non, mais justement, effectivement, tu as souvent expliqué que tu avais un rapport compliqué à la notoriété. Moi, je vois très souvent ton nom apparaître en top tendance de Twitter à chacune de tes vidéos, ce qui est plutôt bon signe, ceci étant dit. C'est un peu parti avec Ouais. le temps, parce que je pense que la hype est en déflation, tu vois, la hype autour de ma chaîne. Je pense que je m'installe, que je suis un peu, voilà. Mais c'est vrai que moi, ça me terrorise, Pourquoi exactement? la notoriété. Alors, il y a des aspects positifs. La quantité astronomique d'argent. Non, en vrai, je suis très bien payé, mais peut-être moins que mes pairs, parce que je fais pas de sponsor, mais que j'ai des sujets démonétisés, Oui, ce qui est parfois très compréhensible. Mais ouais, il y a des choses qui viennent qui sont très positives, donc comme dit, l'aisance financière, le fait de faire ce que j'aime au quotidien, le fait d'avoir une certaine liberté que moi j'exerce complètement, hein, comme on peut voir avec ma quantité de vidéos que je sors. Au-delà de ça, moi, la chose que j'aime pas dans la notoriété, c'est tout ce qui s'approche du terme en général de la fame, fait d'être entre guillemets connu. J'aime pas ce terme parce que ça fait un peu, mais quand je me fais reconnaître tous les jours dans la rue, c'est quand même que c'est un peu ça. Storytime, j'ai pris un Uber aujourd'hui pour amener mon lapin au veto et je me suis fait reconnaître par le Uber. Et c'était une discussion très gênante. Ah ouais? Le mec pensait que j'allais sur le darknet tous les jours et c'était un peu particulier, quoi. D'accord, ok. Oui. Ouais, le fait est aussi que tu es sur une niche qui est assez particulière, donc je sais pas si ça joue, si ça surjoue en plus. Et en plus, il y a un phénomène de relation. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui te touche, mais les youtubeurs évoquent souvent ce sujet de la relation parasociale, c'est-à-dire l'impression que si on te voit sur Internet, on est forcément ton pote, alors que toi, tu ne connais pas les gens. Finalement, tu t'en connais assez peu qui te regardent comme ça. Donc, c'est une des relations que tu as déjà eues, justement, Complètement, il y a une énorme relation. Mon public entretient une relation parasociale avec moi qui moi me met mal à l'aise, mais en même temps, là pour le coup, moi et mes camarades youtubeurs, on a tendance à s'en plaindre beaucoup et c'est compréhensible, c'est assez particulier d'avoir des gens qui pensent véritablement qu'ils sont amis avec nous alors qu'on ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam et que quand on les croise, on ne sait pas quoi dire face à eux parce qu'eux, ils savent tout de nous, mais nous, on ne sait rien d'eux. Mais en même temps, tout ce qu'on fait sur Internet, c'est quand même fait pour l'alimenter, cette relation parasociale. Et c'est quand même... Je me rends compte au fur et à mesure que voilà, la manière d'agir sur Internet en général et la manière de construire une image sur Internet joue beaucoup dans ça. Et du coup, j'ai pas vraiment envie de me plaindre parce que je me rends compte que je suis responsable aussi beaucoup de ça. Le fait que je vais dire « Hey, je vais pas poster la vidéo aujourd'hui, je me sens pas bien ». Voilà, je me sens pas bien,
relations parasociales Oui. automatiquement, des cœurs dans le chat, des bisous, des « Oh mon Dieu, j'espère que tu vas bien, sending virtual hug ». Et moi, ça me met mal parce que je suis en mode « Mais vous ne savez pas qui je suis. J'ai des proches pour quand je vais pas bien, mais c'est que… » Et du coup, tu te dirais pas, je me pose une limite et je donne pas forcément de raison pour laquelle je vais pas poster cette vidéo, j'étale moins ma vie privée. Mais après, je reste humain, dans le sens où moi, j'ai très peu de confiance en moi, j'ai une profonde anxiété et du coup, je vais avoir tendance à vouloir justifier avec les vraies raisons, parce que j'ai pas envie de mentir, parce que sinon je stresse encore plus, là, les raisons pourquoi je ne poste pas. Et du coup, en fait, juste peut-être qu'Internet n'est pas sain. Les youtubeurs aiment bien se plaindre des relations parasociales, mais en réalité, ça a été utilisé, ça a été instauré majoritairement par des prédateurs sexuels Ouais. pour assouvir des choses affreuses. Et Ah non, mais enfin, je sais pas si ça a été instauré non, ça n'a en pas été instauré, particulier, mais parce ça a que été… ça existait avant Internet. Moi, par exemple, j'étais ultra fan des journalistes du magazine Joystick avant. Je te parle d'une époque où il y avait presque pas Internet, tu vois. Ouais. Et les seules relations parasociales qu'on pouvait avoir, c'était avec, tu vois, des journalistes d'un magazine qui te parlaient. Et je pense que c'était avant que les influenceurs et les youtubeurs existent. Le phénomène existait déjà. Enfin, tu vois, tu avais l'impression de les connaître, d'être leur. Alors que voilà, c'est le même rapport. Je pense que c'est pas né avec Internet, mais Internet n'a pas aidé parce qu'il y a différence majeure entre une célébrité d'Internet et une célébrité du monde réel. C'est que Internet, il y a cet aspect fait maison qui donne l'impression que c'est des gens parfaitement normaux, ce qui est vrai en vrai, mais ils ne le sont pas plus ni moins que Jean Dujardin ou n'importe quelle autre célébrité random qui est considéré comme un comédien confirmé. Je pense que le rapport à la vidéo et à l'écran change tout, quoi, en fait. C'est à partir du moment où tu apparais sur un écran, tu es forcément important. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe un truc comme ça dans la tête des gens, tu vois, qui est pas du tout Oui. contrôlable, en fait. Non, mais même en général, c'est assez impressionnant de voir des gens qui sont suivis par des tonnes et des tonnes de personnes. Et c'est pas négligeable parce qu'on n'arrive pas à mettre des visages derrière les nombres et du coup, ça paraît impressionnant. Peut-être que c'est juste pas normal, la célébrité. Non, je sais pas, peut-être Non, que mais c'est t'as pas raison. un truc très sain. Restez anonyme si vous faites de l'art. T'as eu aussi des soucis même de harcèlement, notamment avec je sais pas si on peut appeler ça la fachosphère, enfin en tout cas des gens qui sont plutôt d'extrême droite. Je sais pas si c'est un truc sur lequel tu veux revenir éventuellement ou si je peux comprendre que t'aies pas envie d'aborder la Actuellement, question. je suis en train de prendre des mesures légales parce que ça allait beaucoup trop loin pour ce que c'était censé être. Alors, est-ce que c'est la fachosphère? Oui, pour des raisons, pour à la fois des opinions que j'ai pu donner. Principalement parce que dans une vidéo, j'avais critiqué le roi des incels, Elliot Rodger, et qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop que tu critiques un homme qui a tué sauvagement des dizaines de femmes par pure haine des femmes. Étonnamment, des gens trouvent que c'est à défendre. Voilà. C'est dingue. En fait, est-ce que ça t'étonne encore cette forme d'aliénation qu'on peut trouver sur Internet? C'est-à-dire que des dizaines voilà, j'espère qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, mais des milliers de personnes qui puissent devenir fans d'un tueur totalement malsain, de mascu, de trucs. Ce pouvoir de fascination négatif, il est Il n'est incroyable. pas lié à Internet pour le coup. Ouais. L'érotomanie, ça a toujours existé. Et l'appréciation des tueurs en série, c'est un grand phénomène psychologique étrange. Alors tout ce qui est fanbase de tueurs en série, ça a toujours été décrit soit comme étant des personnes étonnamment très catholiques, très religieuses. Pourquoi catholique? Je choisis ça en premier. En réalité, c'est toutes les religions, toutes les personnes très religieuses, etc., qui veulent un peu guérir. C'est une sorte de syndrome de l'infirmière multiplié par 40 000, genre vraiment. I can fix him. Voilà, exactement, mais ça poussé à son extrême. Mais il y a également juste des processus psychologiques qui font que des gens vont graviter autour de gens qui ont fait des choses affreuses par subversion, ce genre de trucs. Mais je pense pas que c'est lié à Internet. On trouve ça cool. Mais par contre, c'est assez fascinant de voir comment la manière dont s'expriment les relations parasociales entre youtubeurs et spectateurs va se transmettre dans ces trucs qui sont vieux comme le monde.
avec la stan culture, la culture des edits, un truc qui, moi j'arrive suffisamment tôt dans la Gen Z, je suis pile au milieu de la Gen Z pour pas comprendre la culture des edits. C'est quoi exactement tu peux Alors là, expliquer c'est un truc vraiment assez lunaire. Je comprends vaguement, mais c'est en gros, souvent avec des applications de type de montage vidéo sur téléphone comme CapCut. Des gens vont mettre en vidéo avec des effets et en arrière-plan une musique, des vidéos précises d'une célébrité qu'ils apprécient et ils appellent ça des edits. C'est un peu des FMV, c'est un peu des AMV, Oui, des AMV, ouais, c'est des AMV pour des Pour les vieux de la vieille, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas les AMV, c'était des edits, enfin des montages d'extraits de manga ou de séries d'animés ou de séries télé avec une musique derrière et on montrait les meilleurs moments, les moments badass. un peu ça, sauf que cette fois-ci tu remplaces l'animé par Jungkook des BTS D'accord. et en vrai moi je comprends pas parce que c'est pas mon langage et aussi parce que je suis un peu mis mal à l'aise évidemment par tout ce qui est parasocial. Même si tout le monde tombe victime de ça évidemment. Mais je peux pas non plus dire que c'est nul ou que c'est un truc. C'est juste que c'est pas mon expression. Je pense que dans 20 ans, quand la génération alpha sera à notre stade, la génération Z, ils vont regarder en arrière-plan et regarder la manière dont nous, on a apprécié des youtubeurs, c'est-à-dire la culture du fan art, la culture des fanfictions, qui aujourd'hui en vrai disparaît un peu chez la nouvelle génération. J'ai l'impression que c'est un truc qui devient moins important. Je sais pas ça pour le coup, mais il y a On va voir sur Wattpad, ouais. il y a eu une énorme culture Wattpad fanfiction, youtubeurs autour de 2011 et 2016, autour de youtubeurs que je ne vais pas citer parce que c'est presque tous des agresseurs sexuels maintenant. Je pense que quand les gens ils verront ça, etc., ils vont être en mode qu'est-ce que c'était que ça? Et qu'eux, ils vont voir leurs edits et ils étaient en mode bah nous, c'était notre enfance. Ouais. Mais après, il y a aussi le mouvement Cringe Culture is Dead actuellement. Ah, il y a plein de choses à dire. Il y a trop de choses. J'adore ma génération, je l'adore. Cringe Culture is Dead, quand on parle de cringe, c'est genre des vidéos étranges sur TikTok, les lives chelous. Tu parles de cringe, en réalité, c'est que tu parles de trucs vraiment malaisants. Ouais. L'idée, c'est que la cringe culture, c'est un truc qui s'est énormément démocratisé sur Internet entre 2016 et 2018. C'était le moment où c'était à la mode de faire des vidéos qui étaient complètement du cyberharcèlement où tu insultais violemment une personne que tu considérais comme étant malaisante. Ah, cette personne, cet enfant joue à Minecraft et est fan de Minecraft et fait une chanson sur Minecraft, tu vois, etc. Et ce sentiment de malaise, il est magnifié et se transforme en cyberharcèlement. Et il y a eu une sorte de shift de la culture vis-à-vis de ça, où par exemple, l'exemple typique, c'est TikTok. TikTok, au début de sa création, c'était considéré comme le logiciel du démon. Tout le monde détestait, tout le monde était en mode c'est que les ados décérébrés qui y sont, tu vois. C'est que des abrutis qui dansent, etc. 2 ans après, toutes les personnes qui gueulaient comme ça, quand le mouvement Cringe Culture is Dead a commencé, tous les gens comme ça, ils étaient en train de faire des danses sur TikTok, mais sauf que ça aussi, c'était ironique. Oui, sauf que non, on s'est juste rendu compte que peut-être que c'est juste profondément iconique de faire une chanson sur Minecraft. Quel bonheur, mon Dieu. On arrive à la fin. Je voulais te poser des questions sur le fait quand tu explores un peu les tréfonds du web qui ne sont pas toujours joyeux, ça a un impact sur ta psychologie? J'imagine que c'est une question qui leur revient tout le temps en plus. C'est la question qu'on me pose le plus. Est-ce que ça va bien? C'est un peu marrant comme question à chaque fois parce que ça fait un peu... On s'inquiète écoute, pour lui. Top 10 des questions qui passent en interview et chez la psy, quoi. Mais oui, évidemment, ça a un impact. Aujourd'hui, j'ai un bouclier qui s'est créé, mais évidemment, j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir pour ma chaîne YouTube. Mais pas que pour ma chaîne YouTube. En fait, je me dis que ça peut aussi servir, ma chaîne YouTube, à empêcher les gens comme moi qui ont eu une période où la curiosité morbide, on a complètement abandonné la tentation, etc. Et tout, on s'est dit, allez, je vais regarder ces trucs-là. Aider les gens qui... Voilà, je me dis que ça peut permettre d'empêcher aux gens de voir les choses que moi j'ai vues, ou du moins d'en avoir une version qui ne va pas les foutre au Ce que sol, tu quoi. disais tout à l'heure. Ce que tu as évoqué, je pense, dans une de tes facs, que tu avais été dans une spirale du gore à un moment. Oui. Tu as regardé des vidéos très très violentes. Ouais, enfin, la spirale du gore, c'est ce que j'appelle
C'est souvent quand tu vas mal que tu fais ça. C'est un moment où tu vas dire ouais, j'abandonne cette idée de me battre contre ma curiosité morbide et je vais regarder tous ces trucs que je me suis interdit de regarder. Et c'est hypnotisant parce que chaque truc est plus irregardable que l'autre, mais tu t'empêches, à chaque fois tu es en mode je vais en regarder un autre, etc. Parce qu'il y a cette sorte de fascination. Je crois qu'il y a un phénomène intérieur, je crois que j'ai vu des explications de comment ça fonctionne. En soi, le corps préfère, enfin le cerveau préfère voir le pire, imaginer le pire pour être sûr d'être prêt. Mais tu tombes dans cette brèche où ça devient addictif, tu as besoin de voir ces trucs horribles, mais en même temps, tu n'en as vraiment pas envie. Et ça a un vrai impact au quotidien. C'est-à-dire, moi, j'ai des images que j'ai encore aujourd'hui. J'ai des trucs que j'ai vus. Cette image-là, moi, je l'ai très régulièrement quand j'ai des cauchemars. Je n'ai jamais voulu voir ça. Ça a été imposé à moi. Quelqu'un me l'a envoyé sur Twitter. Ce genre de trucs sont disponibles sur Internet. C'est encore pire que c'est parfaitement légal. Ouais. Voilà. Internet est dépeint comme un endroit, notamment sur ta chaîne, comme un endroit quand même plutôt dangereux, flippant, glauque. Est-ce que, d'après toi, si tu reprends un peu du recul, ça reflète vraiment la réalité? Est-ce que Internet, c'est vraiment que ça, c'est autre chose? Non. Est-ce qu'on ne s'amuse pas aussi un peu à se faire peur? Enfin voilà. Bien sûr, c'est aussi beaucoup de divertissement. Moi, je pense que c'est important d'être conscient de ce qu'il y a de pire sur Internet, parce que sinon, les choses vont jamais évoluer, notamment pour ce qui est du cyberharcèlement, de l'accès aux contenus les plus extrêmes, etc. Les ficelles des trucs qu'on voit tout le temps sur Internet, mais qui sont, etc. Les dangers de la pseudo-science, etc. Je pense que c'est hyper important d'en parler. Mais Internet, ça reste quand même un putain d'outil incroyable. Moi, la plupart du temps, le message final de mes vidéos, c'est créer des machins. Créer des trucs. En fait, c'est trop bien. Genre, on a accès à tellement d'outils de ouf. T'as un mec qui s'appelle Kane Pixels, qui a fait à 16 ans certaines des vidéos les plus fascinantes d'horreur que j'ai jamais vues sur les backrooms. Et d'ailleurs, il fait un film avec la studio. Et avec le studio A24. Ouais. C'est incroyable! Donc ça, un film sur les backrooms, et il s'est fait connaître par cette série de vidéos sur les backrooms qui sont incroyablement bien faites. Et en fait, ouais, elles étaient mais phénoménales ces vidéos. T'as vraiment l'impression d'être dedans. Et alors, Internet, finalement, tu côtoies toutes les choses les plus incroyables et les choses les plus dégueulasses du monde. Mais c'est aussi parce que c'est un peu une sorte de distillation de ce que c'est le monde, Internet. Mais tout est magnifié. Voilà. Je pense que c'est un peu ça. Merci beaucoup, Feldup, d'avoir participé à cette interview. Putain, je suis une putain de légende. C'est incroyable. Donc ça, un film sur les backrooms, et il s'est fait connaître.